Aujourd'hui, on est lundi, donc 8 avril 2024. Au niveau des actus décoloniales, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais vous faire une petite revue de presse. Et j'ai envie de faire un petit test aussi. Je vais vous mettre un lien dans le chat. Ça va vous mener sur, en fait, la page que j'utilise qui est un Miro. Et donc, ça vous permettra aussi de retrouver les liens par la suite. Pour l'instant, vous ne pouvez pas trop interagir sur cette page, mais peut-être que si l'expérience fonctionne, je vous permettrai de pouvoir mettre des emojis ou de liker des trucs qui font que vous avez vraiment une interaction avec moi sur ce que vous voulez que je lise. Vous avez peut-être suivi cette affaire, une affaire assez triste, violente, mais qui montre une capacité de mobilisation à laquelle on ne s'attendait pas forcément pour ce genre d'événement. Donc là, c'est sur le site de Adja Révolution 94, photo reporter militante engagée dans les luttes contre les violences policières et les injustices sociales. Et donc elle nous raconte, le mercredi 14 février 2024, une maman vient chercher sa fille âgée de 3 ans au centre de loisirs. Alors, trigger warning, c'est une question d'agression sexuelle sur une mineure. Et il y a une mobilisation qui est en train de se mettre en place pour réagir à cette agression. En rentrant à la maison et en accompagnant sa fille aux toilettes, elle remarque des traces dans sa culotte et constate que les parties intimes sont gonflées. La maman se rend directement à l'hôpital et constate une déchirure. Sa fille a subi une intervention nécessitant 3 points de suture. La maman décide de porter plainte. Une autre petite fille âgée de 4 ans désigne l'agresseur à ses parents. Cette personne travaille au centre de loisirs. Les 2 enquêtes ont été confiées à la brigade de protection de la famille. Suite à la médiatisation de l'affaire, plusieurs familles se sont manifestées et au total 6 enfants auraient subi des faits similaires. Et donc là, il y a vraiment une mobilisation de la maman qui prend la parole actuellement et qui est en train de créer un collectif autour de cette affaire pour sensibiliser à la question des violences sexuelles sur les enfants. Au début, je voulais pas parler parce que c'est la première fois que je retourne ici. On l'encourage, on l'encourage. Je veux juste à dire, c'est pas pour passer dans la télé ou quoi que ce soit, non, ça n'a rien à voir. Je veux juste à dire à tous ceux qui sont là, merci à vous d'abord. Je me bats pas que pour ma fille. Si c'était ça, j'allais pas le faire. Mais je me bats pour tous les enfants. Je demande pardon si je vous ai laissé. Le but, ce n'était pas ça. J'ai fait un choix de traumatiser les parents ou de sauver les enfants. J'ai choisi de sauver les enfants. C'est pour ça que je vous ai Je suis désolée. Bravo. Et là, ce qu'elle dit, c'est parce que le fait de témoigner sur ce sujet, ça a été un choc pour beaucoup de personnes. Donc quand elle dit j'avais le choix entre traumatiser les parents ou sauver les enfants, j'ai choisi de sauver les enfants, c'est vraiment ce truc elle a fait le choix de parler, de témoigner, d'expliquer clairement ce qui s'était passé. Et c'est vrai que elle a diffusé ça sur Instagram et ça a été un choc et un truc qui a beaucoup suscité de réactions. Elle n'était pas du tout prête à témoigner, à prendre la parole, à faire tout ce qui s'est passé, même à être médiatisée. Et donc son premier réflexe, c'est de s'excuser là, et on voit à quel point elle est touchée. Mais en réalité, c'est fort ce qu'elle a fait, et c'était nécessaire en fait pour susciter même la mobilisation et pour que d'autres personnes osent parler. Parce qu'on a vu 6 personnes qui se sont manifestées au final. C'est extrêmement grave. 6 familles qui gardaient le secret jusque-là. Il a fallu qu'elles parlent pour que les choses avancent. Et donc vraiment force à elle. Et donc hier, il y a eu une marche qui a été organisée de la mairie de Châtenay-Malabry jusqu'au centre de loisirs pour dénoncer l'inaction de la mairie et demander que justice soit faite rapidement. Et si je ne me trompe pas, il y a un compte, je ne sais pas où est le nom du compte, mais je crois elles ont créé un compte Insta où c'est possible de les suivre directement. Mais si jamais vous trouvez le compte, ça m'intéresse. Mais pourquoi les familles se taisent ? Bah, bonne question, hein. Je pense que t'es jamais forcément sûr. Enfin, peut-être qu'il y a une incertitude, c'est des enfants de 3 ans là. Comment l'enfant il raconte ce qui s'est passé ? Peut-être que les familles se disent c'est peut-être pas arrivé au centre de loisirs, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose d'autre. Même le fait de témoigner, en fait, ça associe aussi l'enfant à agression sexuelle de manière publique. Ça va aussi avoir un impact sur la vie de l'enfant. Et je sais que c'est très important en fait de le dire, mais peut-être que certains parents se disent j'ai peur
d'ouvrir cette brèche, d'ouvrir ce sujet, s'il n'y a pas forcément d'éducation sur la question, ou même est-ce que les gens vont les croire? J'imagine qu'il y a tout ça qui rentre en compte. En tout cas, là, la parole est ouverte et je pense que ça va avoir un impact énorme. Alors, histoirecoloniale.net qui a sorti un article, il faut savoir que il y a la semaine dernière, en fait, il y a une résolution à l'Assemblée qui est passée pour parler du crime d'État du 17 octobre 1961 où des personnes algériennes ont été tuées massivement dans la ville de Paris. L'Assemblée a adopté une résolution condamnant la répression meurtrière d'Algériens et d'Algériennes par la police à Paris le 17 octobre 1961. Donc là, c'est plutôt énorme en termes de reconnaissance d'un crime, puisque depuis longtemps, des militants dénoncent ce crime d'État qui a eu lieu. Là, il y a enfin une résolution qui condamne cette répression, mais en prenant soin d'exonérer toutes les institutions de la République qui furent impliquées dans ce crime d'État. Et donc là, c'est un article par Fabrice Risputi, qui est vraiment quelqu'un de très engagé sur la question anticoloniale et qui a écrit de nombreux livres. Je vous montre un peu les livres qu'il a écrits. Il a écrit notamment Le Pen et la torture, Alger 1957, lutter contre l'oubli. Donc c'est vraiment un spécialiste des crimes liés aux Algériens dans le cadre et dans le contexte de la guerre d'Algérie. Avant, il avait écrit justement un livre sur Ici on noya les Algériens, sur cette affaire justement de octobre 61. Le 28 mars 2024, par 67 voix pour, donc c'était NUPES, Renaissance et Modem, et 11 voix contre, bien sûr le RN, 4 abstentions, 494 députés n'ayant pas pris part au vote, l'Assemblée nationale a adopté une résolution relative à la reconnaissance et la condamnation du massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Et donc on a un lien pour voir cette résolution. Son compte Twitter est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que vous pouvez suivre Fabrice Risputi sur Twitter, c'est vrai sur X maintenant comme on dit. Il a toujours plein de sources qui vont vous donner des informations sur le lien entre l'histoire coloniale et l'actualité, notamment des répressions aujourd'hui dans le monde. Donc porté par les députés Sabrina Sebaihi, donc de Europe Écologie Les Verts NUPES, l'une des très rares élus actives sur la question de la mémoire coloniale, et Julie Delpech, Renaissance, elle a été l'objet, selon l'AFP, de fréquents échanges avec l'Élysée sur son contenu. Rappelons qu'elle fait suite à une cérémonie commémorative silencieuse du président de la République au pont de Besançon le 16 octobre 2021, donc ça fait déjà un petit moment, suivi d'un communiqué de l'Élysée dont la version des faits avait suscité les critiques. On a aussi le lien vers ce communiqué. C'était d'ailleurs encore une fois Fabrice, je trouve ça drôle qu'il ait fait ça, dont la version des faits avait suscité les critiques. Des critiques, mais de qui? De lui-même, Fabrice Risputi, dans Lundi Matin en novembre 2021. Le lendemain, jour du 60e anniversaire du massacre, l'importante manifestation réclamant sa reconnaissance comme crime d'État avait été empêchée d'accéder à la plaque commémorative sur le pont Saint-Michel, contrairement au préfet l'allemand, lequel y déposa une gerbe sans faire de déclaration. Donc on avait empêché les manifestants d'aller à l'endroit de la plaque de commémoration, alors que le préfet, qui est quand même représentant des institutions qui ont perpétré ce massacre, surtout le préfet l'allemand, c'est pas n'importe quel préfet, on le connaît de la répression des Gilets jaunes notamment, lui, il a pu aller déposer une gerbe sans rien dire, même pas reconnaître que effectivement c'était la France qui était responsable de ce massacre. On trouvera sur notre site de nombreux articles relatifs au massacre, ainsi qu'à la longue bataille menée pour sa connaissance et sa reconnaissance. Dans le texte ci-dessous, l'historien Fabrice Risputi constate que cette résolution en retrait par rapport à celle du Sénat en 2012 souffre des mêmes graves manquements à la vérité historique que le communiqué de l'Élysée en 2021, et qu'elle révèle surtout une incapacité politique à qualifier le 17 octobre 61 pour ce qu'il a été, un crime impliquant toute la Ve République et non seulement le préfet Papon. Puisque parfois dans ce genre de crime, les officiels ont tendance à mettre la responsabilité sur un personnage particulier, et là ça va être le préfet Papon qui porte un peu le chapeau, mais en fait il n'y a pas que lui qui est impliqué dans cette affaire. Je vous laisse lire l'ensemble de l'article qui critique donc plutôt cette résolution à l'Assemblée. Et ça c'est quelque chose de très important à se rappeler quand on essaye de parler de massacres coloniaux et autres, c'est que parfois il y a des textes qui peuvent passer à l'Assemblée et qui permettent de traiter le sujet, mais pas forcément de la meilleure manière, et souvent qui sont pas forcément bien instruits historiquement. Et du coup, ça pose un gros problème, puisque derrière, ça donne l'impression que le sujet est traité, donc plus besoin d'en parler au final. Et en plus de ça, ça va avoir l'effet de figer dans le marbre une version des faits qui n'est pas concrète. Et donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'historiens et d'historiennes qui se méfient en fait des moments où des lois sont prises sur des sujets d'histoire coloniale. Et il y a notamment l'historienne Armelle Mabon qui fait un gros travail sur le massacre de Tiaroy, qui est un autre massacre un peu de ce genre, qui se mobilise vraiment parce que tout ce qui a été fait
au niveau de l'État sur ce massacre, ne fait que reproduire une version erronée et la version officielle du gouvernement sur ce sujet. Je continue mon petit tour. L'association Survie, qui fait un travail gigantesque en général de critique de la France-Afrique notamment, et de ses restes, ses résidus aujourd'hui dans le monde, qui a fait un article sur les Xème commémorations du génocide. Je dis Xème parce que je suis mauvais en lecture de chiffres latins, mais ça veut dire 30. Commémoration du génocide des Tutsis, Macron esquive encore la complicité de la France. Communiqué, Emmanuel Macron, absent de la 30e commémoration du génocide des Tutsis à Kigali, fait diffuser une vidéo dans laquelle il reste figé sur les mots prononcés du bout des lèvres en 2021. Il ne parle que du génocide des Tutsis du point de vue historique et esquive tout ce qui concerne le rôle de la France et la justice. Il parle d'avancer ensemble, entre guillemets, et son ministre Stéphane Séjourné annonce un nouvel accord commercial France-Rwanda de 400 millions d'euros. Il s'agit bien de faire du business en enterrant le passé sur le dos des rescapés et de la justice. Pour Patrice Garesio, coprésident de Survie, Emmanuel Macron poursuit son opération de communication qui vise à exonérer la France et ses représentants de l'époque de la complicité du crime de génocide des Tutsis. Cette stratégie est vouée à l'échec. Depuis que l'Élysée a été contrainte de briser le mur du déni, nos compatriotes ont compris que le récit qui leur est servi depuis 30 ans n'est qu'une succession d'écrans de fumée. Pour la rafle du Veldiv, il a fallu 50 ans pour que le chef de l'État reconnaisse officiellement que la France s'est rendue complice de génocide. Pour le génocide des Tutsis, certes il faudra du courage, mais là aussi, la reconnaissance est inéluctable. Quand aura-t-elle lieu ? Grosse question. Et Survie a fait un grand dossier qui s'appelle « Déni et non-dit, 25 ans de mensonges et silence complice sur la France et le génocide des Tutsis du Rwanda ». Donc ça, c'était pour les 25 ans. Vous avez accès à un grand dossier avec toute la chronologie, plein de choses qui pointent du doigt la responsabilité de la France dans ce génocide. Et voilà, je pense que c'est quelque chose, et donc il y a des documents d'archives, etc. Je vais pas prendre le temps ici de vous le lire, mais je mets le lien toujours sur le Miro. Je continue mon petit tour des actualités sur hors-série. Il y a un entretien qui vient de sortir, Paradoxe de récit de transclasse, avec Laëlia Véron. C'est un titre un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire, les transclasses les gens transfuges de classe, peut-être ? Eh bien, on va le savoir en lisant donc le résumé. Donc, c'est une émission conçue et animée par Louisa Yousfi, que vous connaissez peut-être, Louisa Yousfi, qui a écrit le livre... Si je ne me trompe pas, Restez barbare. Vous avez l'image du livre de Louisa Yousfi. Et donc là, c'est elle qui interviewe ou qui discute avec, si je comprends bien, Laëlia Véron. Mais aussi avec Judith Bernard. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc on va juste lire le texte. On en a lu, relu, relu. Des récits écrits à la première personne, d'écrivains que rien ne prédestinait à prendre la plume un jour, écrivains partis de rien ayant déjoué tous les déterminismes sociaux et néanmoins décidés à les dire, ces déterminismes, parfois à les dénoncer explicitement. Récits de miraculés qui refusent de croire au miracle, de bons élèves qui esquintent l'institution scolaire, d'intellectuels écœurés par les sophistications de la pensée, de méritants qui honnissent la méritocratie, de résilients encombrés de névroses et de mauvais affects, toutes ces contradictions logées au cœur des récits de transclasse, en réalité d'une partie de cette littérature, celle de gauche pour le dire vite, ne sont pas forcément des faiblesses du genre. Il est probable qu'elles soient leur raison d'être, ce qui précisément fait œuvre, contrairement au récit des transclasses de droite, plus cohérent, plus réussi, et pour cette raison même cantonné à une sorte de sous-littérature du genre. Alors, vous avez compris ce qu'elle a dit ou pas ? C'était intense comme paragraphe. Mais en gros, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux types de récits de transclasse, c'est-à-dire les transfuses de classe, donc c'est les personnes qui naissent dans une famille de classe populaire et qui vont changer de milieu social pour arriver dans des classes moins populaires, plus bourgeoises, voire aristocratiques, même si elles ne deviennent pas elles-mêmes forcément des bourgeois ou des aristos, ils évoluent dans d'autres cercles. Et donc c'est ce qu'on appelle les transfuges de classe. Là, je fais un résumé assez rapide, mais du coup, le transfuge de classe, ça crée plein de contradictions entre ce que tu as vécu quand tu étais enfant, en tant que personne de classe populaire, et dans quoi tu te retrouves en tant qu'adulte, parfois dans un milieu bourgeois, avec de l'argent, de la propriété privée, avec différentes choses comme ça auxquelles tu n'étais pas habitué. Donc ça crée un espèce de conflit moral ou juste de racines, parfois pour certaines personnes. Et ce qu'elle dit là, c'est que les transclasses de droite, pour eux, c'est normal, c'est même stylé, ça fait même partie de leur narratif. C'est l'ascension sociale, genre started from the bottom, now we're here, mais genre en mode ils ont réussi, en fait la mission, l'objectif de leur vie est réussi, ce qui crée un discours assez cohérent et assez nul artistiquement
un peu selon le texte de Louisa Yousfi, alors que les transclasses de gauche, ils vont s'auto-critiquer en permanence en se disant « Ah ouais, mais en même temps, je suis un peu un bourgeois, je suis un bobo, je suis néo-truc », ce qui crée une espèce de contradiction bizarre parce qu'au final, ils n'assument pas vraiment la nouvelle position qu'ils ont. Mais en même temps, elle trouve que ça, c'est intéressant. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que j'ai dit n'importe quoi ? Dites-moi dans les commentaires. Et donc, elle continue. Comment raconter la violence sociale, le manque, l'humiliation, l'absence totale de perspectives qui font le lot quotidien des classes laborieuses à partir d'un parcours d'exception ? Comment raconter les bonnes et mauvaises étoiles qui vont naître enfants de Bourges et enfants de Prolo en maintenant un ordre impeccable et ne pas faire du petit inexpliqué de son propre parcours un chaos qui annule tout ? Comment venger les siens quand objectivement on a trahi tout ce qui nous reliait à eux ? Ces questions impossibles, 1000 fois remises sur le métier, font de cette littérature un agrégat de textes quasi similaires, ultra réflexifs, au ton souvent lancinant, se reprenant sans cesse, parfaitement conscient de l'inconfort de l'entreprise car voué à plaire aux classes intellectuelles bourgeoises convaincues des bienfaits de la lecture et des études. Trier parmi les prolos ceux qui méritaient de le rester, des quelques élus qui les gratifient désormais d'un précieux témoignage, inspirant, non ? Là, on a un petit extrait, on va peut-être regarder quelques secondes de l'extrait YouTube qu'ils ont mis. Pour voir la vidéo en entier, il faut s'abonner à hors-série, je crois. Il n'y a pas d'autres moyens. 73 minutes. On va regarder juste quelques extraits vite fait, quoi. La trahison, parce que c'est le grand mot de cette littérature, la trahison, il y a quelque chose à la fois d'obligatoire et d'impossible, c'est que, en fait, quand ils trahissent, ils sont aussi collés au désir des leurs d'être représentés par ces personnes qui les ont quittés, en fait. Donc il y a une ambition du milieu qui les a projetés de manière à ce qu'ils les représentent. Donc en fait ils le font, mais ils le font forcément quand ils y sont plus. Et donc il y a forcément ce décalage qui est à assumer et qui sont obligés d'en subir les conséquences. Et donc il y a un truc comme ça qui est... Ça, c'est ce qui est représenté dans les récits. Je suis pas sûre que ce soit aussi simple. Alors déjà, d'avoir le désir que son enfant réussisse, c'est pas forcément un désir d'être représenté. Ça peut être juste un désir, effectivement, que l'enfant ait une vie, voire une vie meilleure. Est-ce que vous vous sentez, vous, des dur d'être un bourgeois, ou bien toujours prolo fier de l'être ? Ça dit quoi ? Meilleur que. C'est souvent les transfuges qui disent je parle pour ma mère, je parle pour mon père, mais on ne sait pas si le père et la mère voulaient vraiment parler. Ouais, peut-être qu'ils voulaient pas du tout dire ça. Ou que la personne parlait à leur place. Donc déjà, c'est une question à se poser, c'est pas forcément faux, peut-être que oui, mais de fait, c'est les transfuges qui disent ça. C'est une manière aussi de légitimer sa parole. Et ensuite, j'ai envie de dire qui sont les siens. Au fait, justement, il y a très peu de peinture du milieu d'arrivée dans les transfuges. Ils parlent très peu souvent du monde de la bourgeoisie intellectuelle. Ça pourrait être intéressant d'en parler, du monde de l'édition, de comment ça fonctionne. Si de fait, c'est ça les leurs, les siens de maintenant, pourquoi ne pas parler des siens au présent ? C'est vrai que c'est intéressant ça, on parle des siens au passé, mais parfois on a complètement changé de mode. Les siens, c'est quoi en fait ? C'est ceux du passé ou ceux du présent ? Intéressant cette émission, ça a l'air de bien remuer les choses. Puis ensuite, il y a plusieurs siens, sans nier... bien sûr la sociologie et l'évolution des trajectoires sociales, peut-être qu'on a aussi des siens au présent, dans les luttes par exemple, des gens qui font partie de nos vies. Moi jusqu'ici je me disais que c'était plus une mise en scène de la vulnérabilité, de la fragilité, parce que c'est des choses qui sont aujourd'hui très mises en avant et très mises en valeur, même sur le plan politique. C'est aussi une manière de se mettre en valeur. Même sur le plan politique. Donc capitaliser sur son origine prolo. Dans le camp du progressisme aujourd'hui, c'est des choses c'est un moteur, je veux dire, c'est des identités qui sont importantes, la vulnérabilité, la fragilité. Mais en vérité, ce que vous dites, c'est que en fait, c'est une manière, juste par contraste, de montrer au contraire la résilience, la force, le fait d'avoir surmonté. C'est la question du schéma narratif, parce qu'on ne s'arrête pas à la vulnérabilité dans ces récits. On montre comment on a surmonté, voilà justement. On montre comment on a surmonté, mais comment on est encore... En fait... Ouais, c'est intéressant comme... En fait, j'ai l'impression que là, la façon elle parle, Louisa Yousfi, ça la titille, elle, parce qu'elle est justement cet archétype de la personne, mais moi aussi, de la personne dite transfuge de classe, et cette question de comment on se positionne par rapport à ça. Et alors, attendez, parce que Leila Véron, c'est par rapport à un de ses livres ou pas ? J'ai pas compris juste ça, si c'était lié à un de ses derniers livres. Donc, dans le livre, la linguiste Leila Véron, Venger et trahir, paradoxe de récit de transfuge de classe, qui vient de sortir à la découverte en 2024, qui permet de mettre en ordre et de penser froidement avec distance et surtout sans céder à un mauvais esprit ricaneur.
elle nous raconte surtout comment cette littérature est appelée à se déplacer ou à se renouveler si elle ne veut pas finir par mourir de ses paradoxes. Punaise, ça a l'air vraiment intéressant. Vous en pensez quoi? Ok. Alors il y a Maryse Condé qui est décédée la semaine dernière, si je ne me trompe pas, précisément le 2 avril 2024, qui est une grande femme politique, écrivaine, tout en fait, noire, antillaise. Et moi j'ai tellement envie de lire ce livre notamment, Ségou, le roman. J'ai vraiment envie de lire ce livre-là. À la fin du XVIIIe siècle, l'Afrique est un continent, waouh, noble et sauvage. Ça va pas le mot sauvage. Entre Bamako et Tombouctou, Ségou est un royaume florissant. Les Bambara, polythéistes et animistes, un peuple invincible. Et elle va raconter toute une histoire qui se déroule à Ségou. Mais il y a une vidéo de Lina dans laquelle elle intervient et j'ai envie de l'écouter. Maryse Condé, vous êtes professeur de littérature négro-africaine 1984. Comme quoi, on n'a pas inventé le wokisme cette année. à l'université Paris 4. Vous êtes romancière et vous venez de faire paraître aux éditions Robert Laffont ce gros roman intitulé Ségou, les murailles de terre, et qui est une saga tout à fait passionnante, une saga de l'Afrique à travers une famille qui habite Ségou dans la capitale du royaume Bambara. C'est ça. Ah, il était en galère pour expliquer ce que c'était. Alors tout de suite, Ségou, c'est où? Aujourd'hui, c'est dans le Mali. Oui, maintenant, ça se trouve, enfin, ça s'est tout trouvé au bas, tout à fait au bas de la courbe du fleuve, entre les régions de Bamako et Mopti. Maintenant, c'est une petite ville provinciale, mais il y a quelques siècles, c'était la capitale de l'empire très puissant qui rayonnait dans toute la région. C'est intéressant parce que ça pose la question de quand la colonisation est arrivée, ça a complètement réorganisé les villes qui sont les plus importantes en Afrique en général. Vous verrez qu'aujourd'hui, quasiment toutes les villes importantes sont des villes de la côte et dans quasiment tous les pays qui ont subi l'impérialisme occidental, les villes importantes sont des villes de la côte parce que elles servaient en fait au transport pour les colons, à l'export des ressources, des matières premières, etc., vers l'Europe ou vers le reste du monde. Et du coup, ça a fait qu'en Afrique, on a toutes les villes de l'intérieur qui ont grave perdu en puissance, même si par exemple Bamako au Mali, c'est un peu autre chose parce que c'est un pays enclavé, mais dans les pays côtiers, ça va être les villes de la côte qui ont gagné de la puissance qui n'est pas cohérente avec le fonctionnement intérieur des pays africains. Ça a créé des pays qui sont tournés vers l'extérieur. Les Bambara étaient de grands guerriers, redoutés, et des agriculteurs aussi émérites. Donc ils avaient à la fois des qualités de paix et des qualités de guerre, dans la paix comme dans la guerre. Bon on a grave envie d'en savoir plus sur Ségou. Et donc il y a quelques mots, une interview de Maryse Condé qui avait été enregistrée par D'ici et d'ailleurs en 2011 et qu'ils ont là aujourd'hui cette semaine fait remonter suite à son décès. Autre chose importante, le podcast Afrotopique, il y a une série qui s'appelle Penser l'économie depuis les Suds qui sort tous les mois et le dernier épisode est sorti récemment. Ce rendez-vous animé par Mariem Tamoussanang est l'occasion de faire vivre une discussion collective autour des enjeux contemporains qui relient les Nord et les Sud. Et si l'on pensait la sortie de l'impasse écologique et sociale à partir des sociétés qui ont le mieux résisté à l'industrialisation et au développement sur le mode capitaliste. C'est intéressant parce qu'elle retourne la question plutôt que de dire les sociétés sous-développées, elle dit les sociétés qui ont résisté à l'industrialisation et au développement capitaliste. Que nous apprennent les sociétés non salariales et leurs pratiques diverses de l'économie? Comment nous est-il donné d'imaginer et de construire la justice sociale à partir de ces territoires et de ce qu'ils proposent comme alternative? Donc je vous conseille ce nouveau format Penser l'économie depuis les Suds sur Afrotopique. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce documentaire. Je suis tombé sur ce documentaire quand l'Afrique sauva la France. Lorsque De Gaulle appelle tous les Français à le rejoindre en 1940, il ne se doute pas que c'est depuis le cœur de l'Afrique noire qu'il mènera la reconquête. Brazzaville devient la capitale de la France libre. Est-ce que vous saviez ça? La capitale, c'était Brazzaville au Congo. Brazzaville au Congo, puisqu'il n'y avait plus de France, en fait, tout simplement. Donc il ne restait plus que l'empire colonial, et c'était Brazzaville la capitale, et ensuite ça a été Alger. Les premiers territoires à reconnaître la France libre, c'était les territoires africains d'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Sans l'action à ce moment-là des territoires coloniaux d'Afrique subsaharienne, la France libre n'aurait pas pu exister déjà. Enfin, elle aurait peut-être existé vite fait à Londres, mais ça n'aurait pas été ce que ça a été. Et le retour en force de Gaulle et la reconstruction de la République telle qu'on l'a connue n'aurait eu rien à voir et n'aurait peut-être même pas eu lieu sans l'action des Africains. Et c'est là où c'est complexe, parce que des Africains qui n'ont pour autant pas eu l'indépendance derrière.
C'est-à-dire qu'ils ont accepté de sauver la France, ou ils ont collaboré, ou bien il y a eu parfois même certains qui étaient à la tête de l'Afrique qui étaient des blancs, en fait, c'était des gouverneurs coloniaux blancs. Sans cette action-là, la France ne survit pas, et en même temps, les Africains n'ont pas derrière de rétribution. C'est fou parce que dans mes cours, on nous a parlé de Londres, mais alors pas du tout de Brazzaville, Alger, perso. Pareil, hein. Moi, franchement, j'ai découvert ça, j'étais en mode, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Brazzaville, capitale de la France, quoi? Ben oui. Oui. Dans les colonies mobilisées, un immense désir d'indépendance est en train de naître. Et donc toutes les questions des indépendances africaines et comment ça a été traité aussi la décolonisation africaine, elle est liée à ce moment-là où l'Afrique a été au cœur de ce qui a sauvé la France. Ça, c'est sur TV5 Monde. Réalisation Nicolas Glimois. C'est un film qui est sorti en 2022. C'est au cœur de l'Afrique noire que le destin de la France a basculé pendant la Seconde Guerre mondiale. Des rives du fleuve Congo au sable du Tchad, c'est grâce aux ressources et aux soldats d'Afrique que la France a pu faire croire qu'elle était dans le camp des vainqueurs. Oh, ça attaque direct. Il a dit a pu faire croire, mais il a tout dit. Il a tout dit. Oui, puisque la France à ce moment-là, c'était Vichy, hein, quand même, faut pas l'oublier. Collaboration. La mémoire s'est estompée au fil du temps. Et l'on a peu à peu oublié que les colonies d'Afrique équatoriale furent le berceau et le laboratoire de la France libre. Quand l'Afrique sauva la France, bah, mais quel banger! Non mais carrément, c'est ça qu'il faut regarder en cours d'histoire, là. Si les profs d'histoire géo ont un moment film, mettez ça direct, en fait, parce que là, ça te change tout. Moi, j'ai le documentaire que j'ai rêvé de voir depuis des années. À chaque fois, je dis aux gens, mais ouais, vous savez pas que c'était Brazzaville et tout. Les gens me disent, mais non, tu faut pas réécrire l'histoire. Je suis en mode, mais attendez, les amis, vous pensez qu'il était où, De Gaulle? Il était où, De Gaulle, en fait? Il était pas en Angleterre. Enfin, il a été en Angleterre, oui. Mais comment la France libre a été existée? Bah, Alger, Brazzaville, voilà, tout simplement. Oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura sans doute pas de live, car je serai Tintin, ou je serai, d'après vous, en Côte... Oh, punaise, j'ai failli spoiler. Où est-ce que je serai d'après vous la semaine prochaine? Punaise, 13 bistes à trouver. En Côte d'Ivoire. J'ai tout spoilé carrément. Et oui, la semaine prochaine, je serai en Côte d'Ivoire pour des tournages. Et je fais plein de vidéos en fait en Côte d'Ivoire en ce moment. Et ce week-end, encore mieux, ce week-end, on sera dans un événement, un grand festival, le festival le plus important du YouTube Games. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Frames! Oui! Frames Festival, on va pouvoir présenter un des épisodes de notre série Nos statues coloniales. Ce sera le dimanche, je crois que c'est à 11h, le dimanche 14 avril. Histoire crépue! Et on a invité Anis Rally et Safia Fierce qui vont faire un react juste après la projection. Notez dans vos agendas parce qu'on va avoir, après le Frames, des vraies projections en public comme on vous l'a promis, puisqu'on a promis qu'on allait faire des projections à Paris, à Marseille et à Bordeaux. Et ça va arriver en mai et en juin. Notez déjà la date du 10 mai, car il y aura une projection à Montreuil, puis il y aura une projection à Saint-Denis le 15 mai, une projection à Paris le 21 mai, et on est en train de bosser pour un truc à l'Assemblée nationale. Et oui, puisqu'il existe une salle de projection à l'Assemblée nationale, et si Dieu le veut, eh bien on arrivera à projeter un épisode du docu là-bas, ce qui serait quand même assez stylé. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était donc le débrief de l'actualité décoloniale sur Histoire Crépue. J'espère que vous avez retenu plein de choses intéressantes à ouvrir, à aller voir. Vous avez le lien du Miro dans la bio, vous avez aussi ce lien-là si vous voulez nous soutenir. On a un site histoirecrépue.fr, vous pouvez nous soutenir, ça ne passe pas par Tipeee, ça passe pas par Amazon, ça passe pas par TikTok, par Instagram, par quoi que ce soit, ça vient directement dans notre poche. J'ai peut-être dit des bêtises, j'ai peut-être dit des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à faire des commentaires constructifs, c'est le plus important pour nous aider tous et toutes à avancer et à mettre vos sources, si vous avez des sources, dans les commentaires. Et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Je m'étouffe. Ciao, ciao, ciao.